La cybersécurité, c'est contre les vidéos qu'on ne doit pas voir, contre les sites qu'on ne devrait pas aller et contre les rumeurs sur Internet ou sur WhatsApp. La cybersécurité, c'est pour qu'on arrête sur les réseaux sociaux des personnes qui disent arrêtez de dire des choses méchantes sur les autres en envoyant des messages. Quand on est dans Instagram, TikTok, tout ça, et souvent on doit mettre notre nom, notre âge et tout ça. Et donc ceux qui ont fait, ils nous ont toutes les informations et ils peuvent venir chez nous voler. Dans la classe journal qu'on reçoit tous les je sais pas combien. Et en fait, à un moment, ils ont parlé que parfois on recevait des pubs pour acheter des choses. Et parfois, il y avait des pirates qui se cachaient derrière et du coup, qui pouvaient après du coup nous pirater le téléphone. Du coup, faut jamais accepter parce que sinon, voilà quoi. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Vous l'avez entendu en introduction, je suis allée parler cybersécurité avec des enfants et je n'y suis pas allée toute seule. J'étais accompagnée de Diane Rambaldini et de Hadi El-Khoury de l'association ISA France, ainsi que de Barbara Mouard de chez Microsoft France. Donc pour vous remettre un petit peu de contexte, c'était en juin dernier. Nous sommes allés dans une école primaire pour parler de cybersécurité à une classe de CE2. Ils ont donc entre 8 et 9 ans. Et ils ont plein de choses à dire sur l'utilisation des écrans, des réseaux sociaux, sur le contrôle parental, sur le cyberharcèlement, mais aussi sur le fait que leurs parents passent beaucoup de temps sur ces fameux écrans qu'on leur demande d'éviter à tout prix. Alors pour en parler, je suis bien sûr accompagnée aujourd'hui de Diane Rambaldini, qui est la cofondatrice de l'association ISA France. Bonjour Diane. Bonjour Leslie. Et j'accueille aussi Barbara Mouard, que j'ai rencontrée dans le cadre de l'initiative Cyberwoman de Microsoft France. Bonjour Barbara. Bonjour Leslie. Donc c'est une initiative qui a pour vocation de renforcer la place des femmes dans le secteur de la cybersécurité. Donc en fait, Barbara et moi, on est binômes au sein de ce mentorat. Et cet épisode de podcast est un projet qui est mené dans le cadre de cette initiative. D'ailleurs, vous remarquez que cet épisode est 100% féminin. Et j'en suis absolument ravie puisque j'ai beaucoup de mal à faire venir des femmes sur mon podcast pour parler de cybersécurité. Et je tiens à préciser que ce n'est pas parce qu'il y a moins de femmes qui travaillent dans la cyber que des hommes. Le problème, ce n'est pas qu'elles n'existent pas, mais c'est difficile, c'est plus difficile en tout cas, de les convaincre de prendre le temps et d'accepter de prendre la parole publiquement, pour celles que je contacte en tout cas. Donc voilà pour le petit aparté. En tout cas, bienvenue à toutes les deux. Et comme d'habitude, on va commencer par les présentations. Barbara, si tu veux bien commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui chez Microsoft France et pourquoi tu as souhaité participer à l'initiative Cyberwoman dont je viens brièvement de parler. Alors, bonjour à tous. Ça fait une douzaine d'années que je suis chez Microsoft. Je suis passée par plusieurs divisions. D'abord sur la partie Xbox, ensuite la division partenaire et aujourd'hui la division plutôt grand compte. Et la sécurité, j'ai commencé à m'y intéresser très fortement, on va dire, pendant le Covid. Quand j'étais justement dans cette division partenaire, je m'occupais de clients plutôt petits clients qui ont eu à faire face subitement à un changement total de leur manière de procéder, c'est-à-dire de communiquer, de se protéger, avec malheureusement des situations assez compliquées à gérer de façon très rapide, donc ont vécu une réelle crise pendant cette période de Covid. Il a fallu leur trouver des solutions adaptées. Et là-dessus, Microsoft a su effectivement promouvoir des solutions de collaboration. Et donc, à ce moment-là, j'ai créé une entité autour de la sécurité. Et quand je suis passée sur les grands comptes, j'ai eu l'opportunité de pouvoir rejoindre donc ce réseau de Cyberwoman. Donc j'ai forcément tout de suite dit oui, parce qu'il est important pour moi.
de faire savoir et de se dire que la sécurité, comme tu le mentionnais tout à l'heure, Leslie, en introduction, c'est un sujet qui touche tout le monde, toutes les tailles d'entreprise, mais également les hommes, les femmes et tous les âges. Et donc, il me semble important, en tant que femme dans la tech, de pouvoir en parler, me former, moi aussi, sur ces sujets-là. Et c'est l'objet des conférences qu'on peut avoir dans cette association-là. C'est dans ce cadre-là que, du coup, toutes les deux, on a pu aussi se lancer à la découverte des étudiants et voir comment ils percevaient de jeunes la étudiants. Cybersécurité. Des jeunes et des moins jeunes, parce que j'ai fait aussi des classes un peu plus âgées, mais c'est passionnant, voilà. Merci beaucoup Barbara pour cette présentation. Diane, ça fait un petit moment qu'on s'est repérés sur LinkedIn et qu'on se croise sur des événements cyber et que j'ai envie de faire un épisode de podcast avec toi. Donc je suis ravie que le projet se concrétise enfin. Est-ce que tu peux te présenter rapidement aussi et nous en dire plus sur ton association ISA France que tu as cofondée? Tu vois, on y est arrivé, c'est le principal. Écoute, alors pour faire simple pour les auditeurs, moi j'ai plusieurs casquettes, mais on va dire que de façon générale, je suis engagée plutôt auprès des organisations, que ce soit des sociétés ou pas, du grand public et évidemment surtout des jeunes, pour leur donner des clés de compréhension sur leur univers numérique. Pourquoi ? Pour les pousser à mieux comprendre cet environnement, à savoir comment il fonctionne, pour les rendre autonomes, les rendre responsables et évidemment leur donner les clés pour sécuriser tous leurs usages sur cet espace numérique. Donc voilà, on va dire en gros ce que je fais, et de façon peut-être un peu plus précisément. Donc moi j'ai ma propre structure qui s'appelle Crossing Skills, que j'ai créée maintenant il y a 10 ans. Je vais fêter l'anniversaire des 10 ans cette année. J'y accompagne notamment des entreprises, que ce soit des grands comptes ou des startups. Alors sans précision aucune, on va dire sur les grands volets de la cybersécurité, de la protection des données et de la gestion des risques informationnels. Et puis effectivement, à côté de ça, j'ai cofondé donc l'association ISA France Security Tuesday, dans laquelle donc depuis déjà longtemps, puisque ça fait quasiment 12 ans, voire 14 si on compte les années de création. Et ça, maintenant, on accompagne donc vraiment les jeunes, que ce soit des enfants ou des adolescents, dans leur protection numérique. Et j'ai envie de dire tout leur écosystème. Tout leur écosystème, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le noyau familial. Parce que c'est très très important et on aura l'occasion d'en reparler. Et puis aussi tout le personnel éducatif, enseignant. Pourquoi ? Parce que ce sont eux aussi qui sont au contact des enfants tous les jours et qui sont très très importants dans cette problématique. Et est-ce que rapidement tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton parcours, comment tu en es arrivé à travailler dans la cybersécurité ? Alors, longtemps, j'ai dit que j'avais un parcours atypique. Ça doit te dire quelque chose. Beaucoup de monde commence par cette phrase pour se présenter sur ce podcast. Et bien finalement, avec l'expérience, les années aidant, je me dis que oui, j'ai peut-être fait un parcours peut-être atypique, mais finalement, je trouve que tout se tient aujourd'hui et que ça me sert énormément dans mes activités d'aujourd'hui. Alors moi, je suis juriste de formation. J'ai fait tout un cursus donc en droit pénal, en droit public et 3 ans de criminologie. Et puis, j'ai fait après ce qu'on appelle de la stratégie de sécurité, notamment pour les organisations, avec de l'intelligence économique, de la gestion des risques, notamment informationnels. Et finalement, tout ça m'a conduit à la cybersécurité, et notamment chez Thales, belle entreprise dans laquelle je suis restée 5 ans, pour après créer ma propre structure et puis me lancer dans cette aventure associative. En effet, tout ça se tient. Merci beaucoup, Diane, pour ces précisions. Alors pour se plonger un petit peu dans notre sujet du jour et pour remettre un petit peu de contexte, j'ai réalisé un mini-reportage de notre session de sensibilisation à l'école. Donc c'est parti, on écoute. Nous sommes le jeudi 20 juin à l'école Notre-Dame des Oiseaux du 16e arrondissement de Paris et nous avons rendez-vous avec les élèves de la classe de CE2 de Madame Pelletier. Bonjour à toutes et à tous. Alors, qui d'entre vous a un objet comme ça ?
ou a un accès à un objet comme ça, ou une tablette? Allez-y, levez haut la main. C'est Adi El Khoury de l'association ISA France qui anime la session du jour. Avec ma sœur, quand on fait des voyages, des fois on s'ennuie, donc nous on a une tablette. L'ennui, c'est le premier point évoqué par les enfants désormais. Quand on s'ennuie, on se met devant les écrans. Et ce n'est pas seulement vrai pour les enfants, c'est aussi vrai pour les adultes. Moi, ma mère, elle passe beaucoup de temps parce que quelquefois elle vend des vêtements et mon père, lui, il passe souvent pour le travail. Moi, par exemple, je regarde un dessin animé, ma mère, elle dit « Vous êtes trop scotché sur les écrans » et dès qu'on lui parle, on la voit un peu sur son téléphone. Nous sommes tous complètement addicts aux écrans de nos téléphones, de nos ordinateurs et de nos tablettes et avec eux apparaissent de nouveaux risques dont les enfants ont bien conscience. Un jour, j'avais regardé une vidéo qui n'était pas faite pour mon âge, j'en avais fait des cauchemars, du coup mes parents ils ont mis un contrôle parental. Et enfin, sachez que désormais, pour prouver leur amitié à un camarade de classe, les enfants se partagent, tenez-vous bien, leur mot de passe. Et ils ont plutôt conscience de ce que ça peut représenter en cas d'amitié qui ne dure pas. Souvent, les gens, ils demandent, ils insistent pour avoir le mot de passe. Il peut envoyer des messages à notre place, quelquefois il peut le prendre en discrétion. Il envoie des messages méchants à nos amis, après on ne devient plus amis. Par exemple, s'il trouve que l'autre, il lui a dit un truc méchant ou je sais pas quoi, il va aller voir les secrets de l'autre juste pour l'embêter et il peut aller les dire à tout le monde et comme ça, tout le monde peut se moquer de lui si c'est quelque chose de méchant ou de bizarre et du coup, tout le monde va se moquer de lui et après, tout le monde va l'embêter et va être contre lui. Les mots de passe, c'est comme les brosses à dents, ça ne se partage pas. Mais la grande différence avec la brosse à dents, c'est que le mot de passe, lui, il va falloir apprendre à le rendre plus fort et à le protéger. Voilà pour le petit aperçu de notre session de sensibilisation à l'école Notre-Dame des Oiseaux. Donc j'en profite pour remercier à nouveau l'institutrice, Madame Pelletier, qui nous a accordé un créneau pour intervenir dans sa classe. Barbara, Diane, une réaction en réécoutant ces petits extraits? Déjà, moi, c'est vrai que c'était il y a quelques mois et on a passé un moment incroyable, je trouve, avec les élèves parce qu'il y a tellement de naturel et de spontanéité dans ce qu'ils nous racontent et tellement de vérité. Les parents qui sont scotchés sur leur téléphone, je pense que c'est nous. Donc moi, je suis personnellement maman de 3 enfants. Donc on se reconnaît assez bien. Ils nous l'ont d'ailleurs précisé un peu plus tard dans l'interview. Les mots de passe qui se partagent, moi je le vois tous les jours entre ma fille de 9 ans et ma fille de 4 ans parce qu'effectivement c'est chantage. Si tu me donnes ton mot de passe, moi je te prêterai ça. Enfin, donc c'est la réalité. Je trouve qu'ils ont été très francs. Ils nous ont partagé beaucoup de choses et ils ont osé. Donc, merci à eux, bravo. Et je pense qu'on va en reparler après. Mais c'est vraiment intéressant et c'est tout ce naturel qu'il faut qu'on essaye d'exploiter pour voir où sont les risques et comment on peut éventuellement aider à limiter tout ça. Diane, une réaction aussi? Oui, parce que ce qui est bluffant, c'est leur capacité à analyser les choses, une certaine maturité pour leur âge. Après, c'est ce que disait Barbara. Je fais quand même beaucoup de classes. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, ils ont une capacité aussi à s'exprimer de façon assez franche, de nous dire ce qui se passe. Donc c'est très très facile effectivement d'obtenir de l'information avec eux. En plus, ce sont des enfants qui ne nous connaissent pas, donc ça leur permet d'être encore plus prolixes sur leurs problèmes numériques. Et voilà, et c'est vraiment un âge avec lequel c'est très très agréable de faire des ateliers, parce que comme on a pu le voir tous ensemble, ce sont des vraies éponges. Ils sont très demandeurs en plus d'infos. On aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, un super moment tous ensemble avec cette classe. Je ne peux qu'approuver ce que vos retours d'expérience. Donc j'étais avec vous pour enregistrer cette session de sensibilisation et ça a été une très belle expérience. Moi, j'ai très peu de contact avec des enfants dans mon entourage et je ne pensais pas que des enfants de 8-9 ans avaient une telle connaissance, une telle conscience des risques liés au numérique aujourd'hui. Alors, on va justement revenir sur les sujets qu'on a abordés durant cette session.
On a un pendant ce podcast. Donc déjà, le pourquoi on utilise ces écrans et cette raison qui est l'ennui. Qu'est-ce que ça raconte finalement pour vous ? Je pense qu'on s'est ennuyé à toutes les époques. Donc l'ennui, c'est pas un phénomène nouveau. Beaucoup de pédiatres, de médecins diront que l'ennui, c'est plutôt quelque chose de constructif qui permet à l'enfant de se développer, d'aller chercher au plus profond de lui ce qu'il a envie de faire, d'aller jouer tout seul, de réfléchir, de lire. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y en a quand même qui nous ont dit que quand ils s'ennuyaient, ils lisaient et que ça permettait de passer le temps. Et heureusement, c'est encore, je pense, la grande majorité. C'est aussi la facilité. On est parents, on est facilement débordés par nos journées de travail. Donc, on a recours, je pense, à ces solutions-là aussi pour dire aux enfants, tiens, regarde un petit dessin animé ou alors fais parce qu'il n'y a pas que du négatif, fais ta séance de cours d'anglais ou autre sur ton téléphone. Donc, je pense qu'on y a tous recours. Après, il faut faire en sorte que cet ennui soit constructif, que ce soit mesuré, que le timing soit restreint et que le reste de l'ennui, on développe autre chose. Mais pour moi, c'est pas malsain et c'est des réactions naturelles qu'on a eues, voilà. Moi, ma mère, elle passe beaucoup de temps parce que quelquefois, elle vend des vêtements et mon père, lui, il passe souvent pour le travail. C'est que aussi quand il regarde le téléphone, c'est que aussi quand on veut poser des questions à nos parents, ils sont trop scotchés sur le téléphone, du coup, ils peuvent pas nous répondre. Et t'as l'impression que tu peux plus trop discuter avec eux ? Et ça vous fait de la peine ? Oui, et aussi à un moment, c'était aux 20h. Il y avait une petite fille qui pouvait plus parler parce qu'elle regardait trop le téléphone, les écrans. Donc j'ai peur que ça arrive à mes parents. Moi, par exemple, je regarde un dessin animé, ma mère, elle dit « vous êtes trop scotché sur les écrans ». Et dès qu'on lui parle, on la voit un peu sur son téléphone. Ouais, donc faut faire des efforts tous à la maison. Il n'y a pas que les enfants qui sont concernés. On a un rendez-vous, on attend une bouche de métro. Vous pouvez me dire qui aujourd'hui regarde les immeubles, regarde autour de lui. Non, ça n'existe plus. On dégaine le téléphone et on passe 10 minutes à regarder le téléphone. Donc c'est vrai que ça nous touche tous. Évidemment, les enfants sont encore plus scotchés. Pourquoi ? Parce que l'image va forcément pas toujours être compréhensible en plus pour l'enfant. C'est exactement ce qui explique le CSA avec les films violents. Pourquoi un enfant va consommer un film violent alors que ça lui fait peur ? Parce qu'il y a besoin de comprendre. Et là, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, en atelier, on explique aussi pourquoi un petit peut rester scotché sur une vidéo très impactante et que l'algorithme va comprendre qu'il apprécie ce genre de vidéo et va lui en resservir après. Donc, voilà, ça, l'ennui, c'est un gros problème. Vous regardez aussi toutes les études, par exemple Montsouris, qui insistent sur l'importance de l'ennui. Pourquoi ? Parce que ça permet la création de l'enfant. Un enfant a besoin de s'ennuyer un petit peu, à minima, parce que c'est comme ça qu'il se construit, qu'il pense. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut, c'est ce que tu dis, Barbara, tout est question après d'usage. Alors, nous, on a l'habitude, effectivement, de ne pas parler d'écran. Nous, on parle d'usage numérique. C'est important de faire la différence, parce qu'après, ça crée des contradictions dans les messages. Mais voilà, c'est important de parler d'usage et puis de contrôler effectivement le temps et de pas se laisser dépasser, de pouvoir faire autre chose que ces usages numériques. Voilà. Alors, vous avez toutes les deux parlé de bons et de mauvais côtés de ces usages numériques. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, les écrans, ils existaient déjà, mais pas autant. Moi, il n'y avait que la télévision, les smartphones n'existaient pas quand j'étais enfant. Mais je me souviens pas l'avoir regardé
forcément par ennui ou l'avoir demandé à chaque fois que je m'ennuyais. En tout cas, je m'en souviens qu'il y avait des règles très strictes à la maison. Donc, on n'avait pas le droit de regarder la télé si on s'en demandait auparavant. Et donc ça, c'était le premier point. Il fallait demander l'autorisation. Et le deuxième point, c'était tu avais l'autorisation s'il y avait une bonne raison. Donc, s'il pleuvait dehors, par exemple, on avait le droit. Il fait pas beau. OK, t'as le droit. Par contre, à un temps très limité. Donc, c'était une cassette. Oui, ce mot existait quand j'étais jeune. Une cassette, un Walt Disney, OK, 1 heure, 1 heure et demie d'écran pour le week-end entier. Est-ce qu'on a perdu ce contrôle aujourd'hui avec la démultiplication des écrans ? Alors, c'est intéressant ce que tu dis avec les règles et le temps, et surtout, on te disait tu vas regarder un dessin animé. Et très tôt, qu'a fait la télé ? Elle a mis des codes. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, maintenant on a les âges, on a le -10, -12, mais avant il y avait un carré blanc. Ça remonte pour ceux qui s'en souviennent, mais il y avait un petit carré blanc pour dire que forcément ce programme n'est pas fait pour les enfants. Donc très tôt, on a essayé de mettre des règles. Et c'est ce qui est compliqué aujourd'hui avec le numérique, c'est justement comment mettre des règles alors qu'on a tous finalement une petite télé avec nous ou des écrans absolument partout. Et même si vous allez donner telle règle à votre enfant, donc pas de smartphone, tu n'as pas le droit de l'utiliser, par exemple, à l'école. Oui, mais qui vous dit qu'effectivement, il n'y a pas un camarade qui peut dégainer sa tablette ou son téléphone ou regarder ça chez un copain en rentrant de l'école. Voilà, donc c'est sûr que c'est extrêmement compliqué d'avoir ce contrôle aujourd'hui. Je pense que c'est la profusion aussi d'informations. Avant, on avait besoin de recevoir un appel à la maison, ça sonnait sur le téléphone fixe. C'est-à-dire qu'il fallait que si les parents étaient là, c'était eux qui décrochaient, c'était eux qui permettaient d'accéder à cet appel. Donc déjà, ça mettait une certaine barrière. Ouais. Il fallait quand même que l'enfant ait le courage d'appeler. Non, mais ça change complètement les choses. La télé, il y avait des émissions spécifiques. On a tous connu Dorothée, il y avait des émissions spécifiques pour les enfants à des temps donnés. Donc moi je suis comme toi Leslie, j'avais le droit de regarder à un instant T parce que c'était l'émission en question. C'est ça. Aujourd'hui en fait il va y avoir Gulli, mais il va y avoir X sources d'informations. Le téléphone traîne parce que papa et maman l'ont posé quelque part. Et donc, en fait, on est sursollicité. Même parfois, on s'en rend pas compte. Et moi, je réalise moi-même. Parfois, j'ai le téléphone dans les mains, je le regarde, j'ai rien à regarder. C'est juste que c'est un réflexe. C'est ça, c'est un tic. Finalement, on sait même pas ce qu'on regarde. C'est mécanique. Et donc, je pense que c'est ce côté accessibilité en fait en permanence qui crée l'effet boule de neige qui fait qu'on a envie. Mais en vrai, si on doit se dire est-ce que j'ai quelque chose à regarder ou même si on demande à l'enfant, moi, ça m'arrive de demander à ma fille de 4 ans, mais en fait tu veux regarder quoi? On était aux Jeux paralympiques là ce week-end, elle était captivée, on regardait le tennis et il s'avère que juste devant nous il y avait un petit garçon et les parents lui avaient donné le téléphone parce qu'il devait en avoir marre et il regardait un dessin animé. Et donc ma fille tout d'un coup s'est arrêtée de regarder le tennis alors qu'elle était en train de me dire regarde ce qu'il fait, c'est incroyable. Elle a été happée par l'écran. Elle me dit pourquoi moi je peux pas regarder le dessin animé? Je lui dis mais tu voulais regarder quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant? Elle a même pas su me dire en fait. C'était juste il y a la possibilité, c'est accessible, c'est devant moi. Et pourquoi moi je pourrais pas faire pareil? Donc, je suis pas sûre que ce soit un vrai besoin, en fait, qu'on est au fond de nous. C'est que c'est là, donc on consomme, quoi, finalement. Ça avait déjà dérapé avec le Minitel, les 3615. Et heureusement qu'il y avait les factures aux parents qui permettaient de savoir que... On avait passé beaucoup de temps sur Internet ou pas. Après, moi, c'était pas le cas pour tous mes amis, c'était pas pareil. Il y en avait qui n'avaient pas besoin de demander l'autorisation et qui avaient accès, par exemple, aux écrans presque tout le temps. Il y en a chez qui la télé est allumée en continu, par exemple. Et pour parler peut-être il y a les bons et les mauvais côtés, revenir un peu sur cette ambivalence, c'est que du coup, moi, comme j'avais pas forcément accès à la télévision, il y a plein d'aspects de culture générale ou de références que je n'ai pas parce que j'ai pas eu forcément accès à tous les contenus que mes amis ont pu avoir vus quand ils étaient plus jeunes. Donc c'est un peu cette limite, je trouve, qui est
très difficile à trouver entre interdire l'accès complètement, mais du coup, on renonce quand même à une certaine richesse, à plein de connaissances. C'est quand même, c'est ce que je dis dans le teasing de ce podcast, c'est la cyber, enfin, du coup, l'informatique, le numérique, c'est à la fois merveilleux, fascinant et terrifiant. Donc, c'est un peu cet équilibre, au final, qui est très difficile à trouver. Mais c'est très important ce que tu dis, c'est qu'en fait, on crée le besoin. Moi, je me dis, quand les enfants rentrent au collège, les directeurs d'école le disent, ne leur donnez pas de téléphone avec accès à Internet, faites en sorte qu'ils puissent simplement vous passer un coup de fil ou vous envoyer un texto pour dire « je suis arrivé », etc. On a essayé de le faire, nous. Néanmoins, il y a des groupes WhatsApp qui vont se mettre en place très rapidement parce qu'en fait, la classe, c'est quand même plus pratique de pouvoir dire si on a été absent aux enfants, donnez-moi la leçon pour demain, etc. Et moi, typiquement, mon fils, au début, n'était pas dans ces groupes. Et ça crée... Il se retrouve exclu, quoi. Ouais, donc, il me dit, en fait, je suis complètement... Ouais. J'ai pas entendu ce qui s'est dit, je sais pas ce qui se passe demain. Il y avait une sortie, il était pas au courant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Forcément, on autorise. Donc, et on crée le besoin. Parce que naturellement, alors en plus, chez les garçons, je trouve qu'au début, ils ont pas forcément ce côté réseaux sociaux que les filles pourraient réclamer. Donc, la notion de créer le besoin, et je pense que si on est tous actifs là-dessus, si on essaye d'écouter un peu ce que nous disent aussi... les directeurs d'école, les profs, c'est un travail collectif en fait. Si tous les parents jouent le jeu, peut-être que on arrivera à retarder. On l'éliminera pas, mais on retardera. Mais justement, il faut trouver les règles du jeu. C'est pas si facile, il me semble. Oui, mais justement là, ce que tu dis, Barbara, c'est typique des Alors c'est très à la mode en ce moment, mais je trouve que ça marche très bien. On parle d'injonctions contradictoires. Pourquoi ? Parce que ça va dans tous les sens. Il n'y a aucune règle dans le marbre pour tout le monde. Donc, à partir de là, forcément, c'est un peu le bazar. À partir du moment où on n'interdit pas le téléphone ou alors qu'on ne lui donne pas un certain nombre de limites et que ces règles sont faites pour tout le monde, forcément, ça va créer du désordre. On ne peut pas, d'un côté, complètement interdire le téléphone et de l'autre, demander, par exemple, aux élèves de récupérer leurs devoirs sur Pronote ou toute autre application d'école directe, etc. Ça, c'est un problème. Si vous interdisez à la maison le téléphone à votre enfant et tout usage, que ce soit ordinateur, tablette, et que vous rentrez, vous, à 19h30 ou 20h pour lui donner un accès pour les devoirs, là, on a un problème. On a clairement un problème. Donc ça, c'est des choses vraiment... il faut, je pense, reprendre un peu de hauteur sur le sujet et essayer de trouver des règles vraiment pour tout le monde. Les groupes WhatsApp, on sait que c'est un très gros problème. Il y a beaucoup maintenant, effectivement, de directeurs d'établissement et des directrices d'établissement qui demandent à ce que ces groupes WhatsApp cessent. Et ça, c'est un travail, je dirais, collectif qu'il faut qu'on ait tous. Et chaque parent doit prendre aussi ses responsabilités. Mais tant que il y aura pas, c'est une expression d'ailleurs qu'utilise souvent Adi, que j'aime bien, mais cette bascule collective, il faut que tous on essaye de se prendre par la main et de créer en fait ce changement vers une règle un peu commune. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que tu vois, les groupes WhatsApp, ce que j'ai constaté, donc nous, on avait laissé le téléphone dans le salon. Et j'entendais vibrer, mais à 23h, ça continuait. Et en fait, tu as des enfants, donc après j'ai compris, il y a des parents qui effectivement travaillent le soir tard, les enfants se gardent tout seuls, etc. Et qui s'ennuient peut-être à ce moment-là, ou en tout cas ont besoin de parler à d'autres. Et le téléphone ne cesse de sonner, de vibrer, mais jusqu'à des heures quand même hyper tardives pour des gamins de 12 ans, quoi. Et à côté de ça, tu as des choses très positives. Tu prends des applications, je parlais tout à l'heure, pour apprendre des langues que les professeurs recommandent d'ailleurs, de Duolingo ou autres, qui sont super et qui sont incitatifs parce que tu crées des groupes avec d'autres, on te donne des petits rewards, tu as une sorte d'émulation dans l'apprentissage. Tu félicites ton voisin, donc, et puis il faut le faire tous les jours. Si tu le fais tous les jours pendant, je sais pas, 30 jours, 60 jours, tu obtiens le niveau du dessus. Et quelque part, c'est super parce que franchement, les niveaux de progression en langue sont exceptionnels. Mais ça augmente effectivement cette addiction, en tout cas cette frénésie des écrans. Donc, comment trouver Mais la bonne règle ? Ce que tu dis sur les notifications,
parfois, on prend peur, nous, quand on voit certains téléphones, le nombre de notifications par jour sur un téléphone d'un ado ou d'un enfant. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Parce que et ça, on parlait de... T'as des chiffres à donner? Des ordres de grandeur? On regarde certains téléphones, mais parfois, ça prend des proportions. On peut parfois avoir 400 notifications en 2 heures. Donc, c'est quand même extrêmement impressionnant. Ça n'arrête pas. Les groupes, s'il y a toute la classe, tu peux imaginer le nombre d'interactions qu'il peut y avoir, avec tout ce que ça comporte. Il y a parfois des messages tout à fait liés à ce qu'on peut faire dans la classe, des choses positives ou liées aux devoirs, et puis tout le reste qui peut être extrêmement négatif. Donc voilà, là aussi, il faudrait trouver un terrain d'entente, ne serait-ce qu'à travers la classe, savoir avec les parents ce qu'on fait, avec les enseignants ce qu'on fait, si on met des horaires, si on met là encore des règles en place pour éviter cette sollicitation permanente. Déjà que le smartphone est fait pour ça. On a des ingénieurs qui ont fait des années d'études justement pour nous capter, pour capter notre attention. On appelle ça l'économie de l'attention, la captologie, c'est une science. Elle est là pour ça. Le téléphone est fait pour ça, pour nous garder devant l'écran. Donc ça, il faut en être conscient et il faut agir en fonction de ça. Parfois, on peut tomber sur des choses qui nous font peur ou qui nous dérangent sur TikTok. Par exemple, un squelette réaliste ou autre chose. Ça peut être dangereux parfois. Parfois, ça m'est déjà arrivé. Moi, un jour, j'avais regardé une vidéo qui n'était pas faite pour mon âge. J'en avais fait des cauchemars. Du coup, mes parents, ils ont mis un contrôle parental. Et là, on parle de règles, justement. Donc, il y a des règles à trouver dans le contexte de l'école. Et il y a des règles qui existent déjà, qui sont là. Il y a le contrôle parental qui existe, qui est peut-être une forme de règle qui existe entre les parents et de contrat, on va dire, entre les parents et l'enfant. Il y a aussi des règles légales. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu là, ce qui existe aujourd'hui, par exemple, appliqué à une classe d'enfants de 8-9 ans qu'on a rencontrés? Alors, les règles, malheureusement... ne sont pas si simples que ça. Si je suis parent, que je veux acheter, par exemple, un smartphone à mon enfant de 2 ans, aujourd'hui, rien ne me l'interdit. Demain, je vais en magasin, rien ne me l'interdit. Après, ça reste une boîte. Ce qui va compter, après, c'est les usages numériques, c'est ce qu'il y a dans le téléphone. Donc là, il y a effectivement un certain nombre de règles. La première, c'est l'interdiction, donc, notamment des réseaux sociaux et de beaucoup d'applications pour les enfants de moins de 13 ans. C'est-à-dire, je ne peux pas me créer un compte en dessous de l'âge de 13 ans. D'où sort ce 13 ans ? Ça vient d'une loi américaine qui s'appelle la COPPA, qui est très ancienne, qui date, si je dis pas de bêtises, je crois de 98, et qui était là pour préserver la vie privée des enfants. Et donc cette loi, elle dit pas de captation de données, pas de captation de vie privée des enfants. Donc ce qui, in fine, a abouti à une interdiction de 13 ans. Ça, on le retrouve dans pratiquement beaucoup de conditions générales d'utilisation des applications favorites de nos enfants et ados. Après, ça se complexifie. Pourquoi ça se complexifie ? Parce qu'on a le règlement général de protection des données qui est entré en vigueur. Le fameux RGPD. Le fameux RGPD. Et là, le RGPD a cherché à mettre ce qu'on appelle la majorité numérique. La majorité numérique. Une majorité numérique, voilà, comme la majorité sexuelle. Civile, comme la majorité pénale, exactement. La majorité sexuelle, c'est exactement ça. Mais c'est encore un autre âge et la France l'a fixé à 15 ans. Donc ça veut dire quoi la majorité numérique ? Alors c'est là que ça devient très obscur pour tous les parents et je les comprends bien. Ça veut dire qu'à partir de 15 ans, on estime qu'un adolescent peut de lui-même créer un compte et faire en fait ce qu'il veut de ces données à caractère personnel. C'est-à-dire accepter qu'on traite ces données à caractère personnel. Mais
quid de la création. Donc, qu'est-ce qui se passe entre 13 et 15 ans ? Qu'est-ce qui se passe entre 13 et 15 ? Eh bien là, il faut savoir qu'un enfant peut tout à fait créer un compte à partir de 13 ans, mais qu'il lui faut l'autorisation parentale d'au moins d'un des deux parents. Et qu'est-ce qui empêche un enfant de mentir sur sa date de création C'est bien le problème. Ah, d'accord. Ça se manifeste comment, en fait C'est bien le problème. C'est qu'en dehors de la loi, les enfants ont bien compris et les ados ont bien compris qu'il suffisait de tricher sur leur âge pour créer un compte. Et là, double responsabilité. Déjà, on nous demande rien du tout en tant que parents. Au-delà entre 13 et 15 ans, normalement, on doit donner l'autorité parentale, mais comment savoir c'est pas comme si ça bipait sur notre téléphone en disant dis donc, votre ado, il est en train de créer un compte alors qu'il n'a pas encore 15 ans. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis, le deuxième, c'est la responsabilité des plateformes. Quand on s'appelle, par exemple, TikTok et qu'on a tout fait pour créer une application qui vise cet âge-là en particulier, évidemment, on va en faire le moins possible pour les empêcher les empêcher. Et vous noterez que ces enfants qu'on a vus n'avaient que 9 ans et ils ont parlé de TikTok et ils ont parlé d'Instagram. Exactement. Donc, ils n'ont certainement pas créé de compte, mais ils ont déjà accès. Voilà. Alors, par quel biais ? Je vais vous redonner quand même un chiffre, puisque il est assez intéressant et il provient de la CNIL. Le premier enregistrement, donc l'âge moyen du premier enregistrement sur un réseau social, c'est 8 ans et demi. D'accord. En France ? Oui, en France. Voilà. D'accord. Et donc, on a 63% aussi des moins de 13 ans qui détiennent au moins un compte sur un réseau social. Ça peut être TikTok, Instagram, peu importe. Exactement. Okay. YouTube. C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est juste considérable. Donc, vous voyez que, alors, entre ce que dit la loi et ce qui se passe, nous, c'est pour ça qu'on insiste énormément en atelier. Les enfants qui ont moins de 13 ans, ça, on insiste beaucoup sur le respect de la loi et leur réexpliquer pourquoi c'est pas bien de mentir sur leur âge. Mais voilà, il faudrait que tout le monde s'y mette, qu'on leur réexplique effectivement la règle, et ça, c'est pas toujours évident. Et au-delà de la dangerosité de ce qu'ils peuvent trouver sur ces sites-là, il y en a un qui l'avait fait remarquer, c'est comment est-ce que on reconnaît le vrai du faux. Et en fait, comment est-ce qu'on arrive après à savoir si l'information qu'on voit finalement est réelle ou ne l'est pas. Et je pense qu'avec déjà des questions sur la désinformation, ce qui est déjà. C'est ça. Ils en ont parlé. C'est ça qui était super intéressant. C'est au moins ils ont un esprit critique. Ils le développent. Mais dans quelle mesure et quelle proportion d'enfants arrivent à savoir que ce qu'ils regardent n'est pas forcément le reflet de la réalité? Et à quel moment il se dit ça à la limite c'est juste pour rire mais c'est pas vrai, quoi. Et je pense que c'est hyper important. Enfin, avec tous les sujets qu'on a aujourd'hui d'actualité plus ou moins gays, c'est quand même nécessaire pour l'enfant déjà de pas forcément avoir accès visuellement à tout ça, mais une fois qu'il a accès, de savoir ce qui est la réalité et ce qui l'est pas. Mais est-ce qu'on connaît les vrais dangers des écrans aujourd'hui ? Parce que là, on parle de la perception des enfants, mais nous, est-ce qu'on en a aussi conscience ? C'est aussi ça. Est-ce qu'on est en train... Est-ce qu'en mettant TikTok entre les mains de notre enfant, on est vraiment conscient de ce qu'on est en train de faire ? TikTok, Instagram, même n'importe quel autre réseau social. On rappelle quand même qu'en Chine, TikTok, c'est utilisé d'une manière complètement différente. Donc, c'est une autre application complètement différente qui permet plutôt d'éduquer les enfants. Chez nous, on les utilise pour du divertissement, mais il y en a certains qui appellent ça quand même de l'abrutissement. On a tous ces outils qui arrivent, tous ces nouveaux risques qui arrivent. Et les enfants, ils en ont quand même vachement conscience quand on leur a demandé là en classe. C'était ce qui était passé dans l'intro du podcast. D'ailleurs, on peut réécouter juste après, mais on entendait, ils parlent de désinformation, comme tu disais, Barbara. Quand ils parlent de rumeurs, ils disent il y a des rumeurs sur Internet. On parle de criminalité. Il faut arrêter les méchants sur les réseaux sociaux. On parle de partage de données personnelles quand on crée un compte. À 8 ans, ils n'ont pas le droit de créer un compte et en fait ils savent déjà qu'il faut donner son nom, son prénom, son adresse, son âge. On parle même d'arnaque en ligne avec ces fameuses publicités avec un pirate qui se cache derrière. Tout ça, j'ai même l'impression que ces enfants de 8 ans avaient plus conscience de ces dangers que la génération de mes parents qui se font beaucoup plus savoir sur Internet. La cybersécurité, c'est contre les vidéos qu'on ne doit pas voir, contre les sites qu'on ne devrait pas aller et contre les rumeurs sur Internet ou sur WhatsApp.
La cybersécurité, c'est pour qu'on arrête sur les réseaux sociaux des personnes qui disent arrêtez de dire des choses méchantes sur les autres en envoyant des messages. Quand on est dans Instagram, TikTok, tout ça, et souvent on doit mettre notre nom, notre âge et tout ça. Et donc ceux qui ont fait, ils nous ont toutes les informations et ils peuvent venir chez nous voler. Dans la classe, on a un journal qu'on reçoit tous les je sais pas combien. Et en fait, à un moment, ils ont parlé que parfois on recevait des pubs pour acheter des choses. Et parfois, il y avait des pirates qui se cachaient derrière et du coup, qui pouvaient après du coup nous pirater le téléphone. Du coup, faut jamais accepter parce que sinon, voilà quoi. Tu te souviens, il y a un petit garçon qui nous a dit qu'il se cachait parfois quand ses parents dormaient ou qui prenait la tablette et qui se cachait pour regarder ce genre de contenu. Donc, dès lors qu'on se cache, on sait que c'est pas seulement le fait de pas avoir le droit de prendre la tablette, mais c'est aussi les contenus qui sont pas bons. Donc, je pense que ils sont informés quelque part. On en parle beaucoup, donc ils savent que voilà, tout n'est pas bien et je pense qu'ils sont pas bêtes du tout, ces enfants, donc ils savent exactement les dangers que ça peut évidemment à leur niveau amener. Maintenant, c'est comment on les préserve, parce que c'est notre rôle. Et parfois, ils voient pas le mal, parce que c'est vrai que tu peux sur Instagram ou autre voir des choses rigolotes et on se dit, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit finalement. Pourquoi est-ce que je transgresse la loi, puisque s'il n'y a rien de grave, j'ai regardé une vidéo sur telle ou telle chose marrante. Oui, mais cette vidéo va t'amener à autre chose, qui va t'amener à peut-être quelque chose qui va te faire peur. Et c'est là où la frontière, elle est mais déjà, est difficile. cette conscience, on va en parler justement de ce qu'on peut faire pour protéger les enfants, pour s'en prémunir. Mais comment ils savent tout ça déjà, les enfants ? Comment ils savent tous les dangers Barbara l'a dit, nous on constate qu'ils ont quand même une énorme maturité. Ouais. Ils sont pas bêtes du tout. Bon, c'est vrai que c'est à la mode de dire que la génération qui arrive est toujours la catastrophe ambulante, mais en l'occurrence, non, ils sont pas bêtes. Il y a des problèmes, bien évidemment. Il y a un gros problème aussi sur les canaux d'information. Ce qu'on constate malheureusement, c'est que à notre âge, quand on était enfant, on regardait le JT souvent avec les parents, oui, on en parlait, et puis ça créait effectivement déjà un canal d'information à peu près unique. On va dire que si on prenait les grands quotidiens, les JT, voilà, ça tournait à peu près toujours autour des mêmes faits et des mêmes analyses. Mais aujourd'hui, on a des canaux d'information qui sont complètement éclatés et parfois on se retrouve avec des enfants ou des adolescents qui sont informés sur des canaux qui vont complètement biaiser l'information. Et on l'a vu par exemple avec la guerre en Ukraine. On a constaté quand même une source d'angoisse absolument énorme de la part d'adolescents qui, ça y est, se sont vus déjà sac à dos et armes au poing partir sur le front. Parce que, on a quand même une grosse désinformation de la part des Russes et qui ont fait, ça on le sait tous, qui utilisent évidemment les réseaux sociaux comme source de propagande, et ça c'est vieux comme le monde. Mais aujourd'hui, voilà, ça passe par les réseaux sociaux. Et avec aussi un certain nombre d'influenceurs ou de personnes qui ne sont pas forcément journalistes et qui vont pas forcément bien analyser l'information, mais qui vont leur mettre dans la tête des choses un peu plus qui sont montées un peu en épingle et ça c'est un problème. Voilà, ça c'est un problème. Donc nous on conseille vraiment toujours avec les parents de parler de l'actualité, d'essayer de l'analyser, c'est hyper important. Peut-être quitte à re-regarder ou à écouter une émission à peu près fiable. C'est de trouver des repères aussi, d'avoir les bons repères, savoir où trouver l'information fiable, c'est rassurant. Ça c'est important, mais il faut savoir, et ça c'est une réalité, c'est que les enfants ne tombent pas forcément dans le panneau sur tout ce qu'on leur dit. Quand il y a parfois des choses un peu grosses, ils nous bluffent aussi sur quelque chose, c'est sur leur capacité à repérer des fausses images. Nous, on fait souvent des tests avec
des images qui sont faites par l'intelligence artificielle et on est souvent bluffé parce que les enfants ont une capacité de repérer les images qui sont faites par l'IA alors que même des journalistes parfois se font avoir. Donc il ne faut pas non plus désespérer, c'est comme tout, il faut prendre le temps de discuter avec eux, parfois de désamorcer les choses, de voir ce qu'ils écoutent, de voir comment ils comprennent les choses et encore une fois voilà, d'échanger avec eux. Et c'est rigolo ce que tu dis parce que je trouve qu'ils justement ils sont très au fait. Alors après moi peut-être le fait d'être chez Microsoft, d'en parler, d'être justement sur ces sujets de sécurité, de collaboration. En tout cas, un exemple récent, ma mère paniquée nous appelle parce qu'elle avait reçu un message de la banque qui était à la fois sur le téléphone mais qui était aussi par mail et donc il fallait... apparemment je devais faire... c'est moi qui lui envoyais des messages en fait. Donc évidemment, j'ai jamais envoyé de message et je demandais à ce qu'elle me dépanne de sommes quand même assez conséquentes. Sinon, ben voilà, j'allais avoir un souci. Et donc, elle n'osait pas en parler à mon père et elle était prête à faire le virement. Et en fait, mes enfants étaient avec elle. Et c'est eux qui lui ont dit « Non, mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est un faux mail, mais c'est un faux message. » Donc, elle a fini par m'appeler en me disant « Je sais plus où j'en suis. » Et enfin, bon, elle vit pas à la campagne, elle est informée aussi. Et ben, ce que tu disais tout à l'heure, je pense que les générations ouais. ne reçoivent pas les messages de la même manière. Ouais. Je pense que pour un enfant, et nous c'est non simple. plus par rapport à nos enfants. Comme tu disais, les Exactement. images de l'intelligence artificielle, nous, on les reconnaît peut-être moins qu'un enfant de 10 ans, en fait. Mais là, tu vois, les enfants, ils ont compris, quoi. Ok, la situation paraît bizarre, on vérifie d'où provient l'adresse mail, est-ce que c'est une adresse mail qui est fake? Le téléphone, comment est-ce qu'ils auraient pu avoir le téléphone de maman? Et en fait, c'est drôle parce que ça a été très rapide pour eux. Oui, ils sont beaucoup plus sensibilisés naturellement par le phishing que nous, en fait. Donc c'est rassurant, comme tu dis, tu vois, c'est quand même rassurant et ça prouve qu'ils ne tombent pas dans le panneau. Et mine de rien, ils s'informent. Bon, d'accord, il y a des choses qui se passent mal sur Internet, mais faut pas oublier non plus que bon, la majorité du trafic se passe bien, que les enfants ne regardent pas que des trucs trash ou catastrophiques. Donc oui, ils ont aussi cette part d'intérêt. C'est des gens qui s'intéressent aux choses, qui essayent de trouver de l'information. Il y en a qui suivent aussi un certain nombre d'influenceurs, de jeunes influenceurs qui font aussi quand même de la sensibilisation sur ces sujets. Il y en a de plus en plus et ça c'est quand même voilà, il faut le féliciter. Donc voilà, ils s'informent quand même. Ils sont au courant d'un certain nombre de choses et ça on peut voir un bon côté aussi des réseaux sociaux. Il y a ce sujet quand même qui m'avait un petit peu marqué lors de notre session, c'est la manière dont les enfants sont conscients, en effet, de ces dangers d'Internet. Ils savent ce que c'est le cyberharcèlement. Ils savent qu'on peut aussi bien être méchant en ligne, qu'on peut créer des dommages importants à quelqu'un, même pire que dans la vraie vie au final. Ils se rendent compte de beaucoup de choses. Mais cette histoire de partager ses mots de passe pour prouver son amitié, ça va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on vient de se dire. C'est le fait voilà, qu'ils arrivent à repérer un phishing plus rapidement que nous. Mais ils se partagent les mots de passe entre eux pour se prouver leur amitié. Comment est-ce qu'on explique ça ? Et aussi, quelquefois, si tu partages ton code, après, on peut regarder tout ce qu'il y a et on peut voir s'il y a des photos où tu es quelque part où c'est très cher et après, on peut voir que tu as beaucoup d'argent. En fait, le code de ma tablette, c'est le même que celui des écrits secrets de ma sœur. Et comme elle sait que je connais, des fois, je joue pour habiller des filles. Et après, elle dit... Bon, au bout d'un moment, je vais changer le code, mais elle n'arrive pas à le changer. Donc moi, je suis toujours sur le guide des secrets. Par exemple, s'il trouve que l'autre, il lui a dit un truc méchant ou je sais pas quoi, il va aller voir les secrets de l'autre juste pour l'embêter. Et il peut aller les dire à tout le monde. Et comme ça, tout le monde peut se moquer de lui si c'est quelque chose de méchant ou de bizarre. Et du coup, tout le monde va se moquer de lui. Et après, tout le monde va l'embêter et va être contre lui. Et aussi, quelquefois, il peut envoyer des messages à notre place, quelquefois il peut le prendre en utilisation, il envoie des messages méchants à nos amis, après il devient plus ami. Moi, j'avais été extrêmement surprise lors de ma première intervention, c'était avec Adi justement, dans une classe de seconde. Donc c'était quand même des élèves conscients, peut-être plus que des enfants de 9 ans.
Et effectivement, on leur a posé la question, comment faites-vous avec vos mots de passe? Est-ce que c'est bien secret? Et là, il y a eu un blanc dans la salle, ils se sont regardés, beaucoup les filles, c'est marrant. Et elles nous ont dit, bah non, mais avec nos meilleurs amis, évidemment qu'on partage nos mots de passe. C'est-à-dire, oui, parce que c'est un gage de confiance. Et cette notion de confiance, elle est au centre de beaucoup de choses, en fait, autour de la sécurité. Et je leur ai dit, bah oui, mais aujourd'hui, vous êtes amis, demain, vous n'êtes plus amis. Est-ce que tu sais que toutes tes photos, tous tes messages, tout peuvent être réutilisés contre toi? Et en fait, je pense que ils veulent pas forcément y croire. Il y a beaucoup, enfin, dans ces années-là, on a des amitiés extrêmement fortes. On est très proches, beaucoup plus peut-être que plus tard, en fait. Et on veut croire à l'amour éternel, l'amitié éternelle. On peut pas se faire ce genre de coup. Et donc, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut les interpeller. Et ils nous ont promis à la fin de faire les choses différemment. On leur a dit de diversifier leur mot de passe, parce que sinon, c'est aussi facilement récupérable. Et je pense que c'est hyper important parce qu'on parlait tout à l'heure de harcèlement sur les réseaux sociaux, etc. Ça peut détruire des gens quand même. Hein. Donc, être vraiment vigilant, vigilant là-dessus et leur expliquer que ça n'a rien à voir avec la confiance. On peut se faire confiance, vraiment avoir une amitié solide sans pour autant se partager des choses. Et puis, il peut y avoir un ami ou autre qui a envoyé des messages qu'on n'a pas forcément envie de partager, même avec sa meilleure amie, parce que juste c'est confidentiel, en fait. Oui, là, on entendait la petite fille qui dit il y en a qui insistent pour demander les mots de passe à 8 ans. Personnellement, si je prends un peu de recul sur la question, ça me choque pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que si on se remet dans notre tête, nous, d'adolescentes ou d'enfants, on a toutes et tous vécu les petits papiers qu'on s'échangeait, c'est qui ton amoureux, sur qui t'as flashé, et on s'envoyait ça. Et si allez dis-le-moi, on se mettait une pression mais absolument énormissime. Faut se rappeler de notre enfance. Ouais, mais je me rappelle pas, par exemple, avoir donné mes clés ou un équivalent d'un mot de passe. Tu te livrais quand même, tu te confiais. Ouais. Mais la portée était moins dramatique. Et nous, parce qu'on est professionnels en cybersécurité et on sait quels sont les dangers derrière. Pour eux, pas forcément. Et puis, il faut pas oublier une chose, c'est le mot de passe de quoi qu'ils se partagent. Ça, c'est important. C'est pas forcément ce qu'on imagine nous, c'est-à-dire le mot de passe, par exemple, d'une messagerie telle, notre boîte mail. Souvent, ils n'ont pas de mot de mail. Ça va être les mots de passe, par exemple, de leur compte de réseaux sociaux. Ça va être des choses comme ça. Donc, pour eux, la portée, elle n'est pas forcément ils ne la voient pas forcément comme nous. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement leur expliquer après pourquoi ça pose problème. Mais moi, ça me choque pas outre mesure qu'aujourd'hui on vive ça. Parce que finalement, si on transpose ça, nous, quand on était petits, on faisait quand même à peu près pareil. On se mettait beaucoup de pression pour avoir les secrets. Oui, les risques sont peut-être pas les mêmes. Comment on fait pour lutter contre ça aujourd'hui ? Vous faites beaucoup de sensibilisation sur ce sujet avec ISA France ? C'est toujours la même chose. Hein. Il faut donner des clés de compréhension. Ça, c'est vraiment notre mission. Nous, on essaye d'expliquer le monde numérique au maximum, savoir comment tout ça fonctionne, quels sont les intérêts aussi de toutes ces parties prenantes. Quand on avait un journal intime, il n'y avait pas d'intérêt. L'éditeur du journal se foutait pas mal de ce qu'on faisait avec. C'est un bon exemple, le journal intime. Oui. Est-ce qu'on se le partageait quand on était collège ? Oui, ça arrivait, bien sûr. Oui, voilà, ça à nos amis proches, on aimait bien. Voilà, c'est vrai. T'as vu ce que j'ai écrit. Et puis on pouvait le fermer avec une petite clé. On pouvait le regretter après, d'ailleurs. On pouvait le regretter, mais la portée n'était effectivement pas la même. Ça restait sa parole contre la nôtre. Voilà, donc ça c'est effectivement c'est un bon exemple. Mais après, faut leur expliquer aussi comment tout ça marche et pourquoi évidemment il y a plus de dangerosité qu'avec un journal intime en bon papier. Donc nous on fait énormément de sensibilisation auprès des enfants et des adolescents. On a, on va dire, une façon de faire qui est vraiment de l'échange. Ça, c'est important pour nous. On a un fil conducteur. On sait qu'on a X sujets à voir. Mais après, on se laisse porter un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui. On se laisse porter un peu par les discussions avec eux. Il n'y a pas de présentation. On n'a pas de numérique.
Vraiment, on a quelques contenus multimédia avec quelques classes comme des classes de seconde, par exemple. Mais c'est extrêmement rare. Il n'y a pas de présentation PowerPoint. On est là pour discuter. Et le secret, c'est quand même d'être le plus concret possible, d'essayer de trouver des analogies pertinentes pour qu'ils puissent comprendre. Et voilà à peu près ce qu'on essaye de faire en atelier. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à des parents qui aimeraient que leur enfant passe un peu moins de temps sur leurs écrans ? Est-ce qu'il y a le fameux contrat social entre les parents et les enfants dont on a parlé pendant la séance ? Rousseau aimerait bien cette expression. Oui, alors effectivement, après les conseils, je pense qu'on pourrait en donner à toutes les parties prenantes, à commencer par les plateformes, aux parents, aux politiques. Il y a un travail énorme à faire. Bon, après, c'est en construction. Si on reprend un peu de recul là-dessus, faut voir quand même que les choses avancent et bougent plutôt dans le bon sens. Là, il y a une très très bonne campagne de sensibilisation, je trouve, qui a été faite notamment sur le cyberharcèlement. Je vous invite d'ailleurs à la regarder, où ils ont demandé à des parents d'imaginer des scènes de cyberharcèlement. Et après, ils ont demandé aux enfants et aux adolescents de faire des scènes de cyberharcèlement. Et là, les parents sont un peu tombés de leur chaise en voyant la différence de violence entre leur scénario et ceux de leurs enfants. Voilà, donc ça, c'est des choses, effectivement, un vie ma vie 2. Ça, c'est pas mal. Et puis, il y a ce fameux contrat social, comme tu disais. Nous, on engage souvent les familles à faire une charte en famille. Et là, je vais prêcher aussi pour une autre association qui fait un travail formidable qui s'appelle Tralalaire et qui, justement, fait des modèles de chartes qu'on peut avoir donc via une application. Voilà, typiquement, ça c'est le genre de choses sur lesquelles on peut travailler en famille. Ah, donc c'est vraiment une charte en plus qui existe. Oui, qui existe, mais qui est complètement personnalisable à la famille. Donc nous, par exemple, on conseille des choses très simples, mais bon, la vie des familles est parfois très très différente d'une famille à une autre. Bon, pas de téléphone à table pour vraiment capter, avoir un moment d'échange important quand on va au resto. Bah voilà, on est avec la famille, on joue pas avec son téléphone. Ça, c'est des choses toutes bêtes, mais il suffit d'aller dans un restaurant. Malheureusement, vous verrez toujours des tables avec des enfants, voire même des adultes qui sont scotchés à leur téléphone. Là aussi, ça on peut engager les restaurateurs, par exemple, à mettre des boîtes, je sais pas, à faire une réduction sur les additions, comme ça peut exister. Mais voilà, trouver des moments d'échange avec ses enfants, essayer de discuter un maximum. Et surtout, pour les parents, il y a vraiment une règle, de ne pas se dire qu'ils ont besoin d'être geeks pour exercer leur autorité parentale. Ça, si j'ai un message, c'est celui-là. Qu'est-ce que tu entends par là ? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont démissionnaires sur ces questions, ne se sentant pas légitimes sur cette question, en se disant je n'y connais rien, je n'y connais rien, je ne suis pas un cador en Instagram, je ne sais pas ce qu'est TikTok, je ne sais pas utiliser telle ou telle application, donc je ne vais rien dire à mes enfants. Ah non. Non, ça c'est important. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour connaître à fond une application. Par contre, on est là pour instaurer des règles, la citoyenneté, l'éducation, tout ça. À partir du moment où on éduque bien son enfant dans la vie réelle, forcément, ça va avoir des impacts dans le virtuel. Et ça c'est vraiment important de renouer avec son autorité parentale, même pour ça. Et on a le droit. On n'est pas des copains. Je sais que c'est un peu la mode en ce moment, mais on n'est pas copains avec ses enfants. On est avant tout des parents. C'est pas toujours super drôle, j'en conviens. Mais voilà, on a le droit de fixer des règles. Et ça, c'est important que les parents se rassurent là-dessus. Est-ce que toi, vous avez fixé des règles à la maison, Barbara ? Est-ce que tu as une charte avec tes enfants ou est-ce que tu n'avais pas besoin ? Alors, depuis cette fameuse journée, on a parlé de la charte, qui finalement est plus difficile, je dirais, à exécuter de mon côté que du côté des enfants, puisque celle qui est plus dépendante au téléphone de par mon travail, de par... effectivement, tout ce qu'on peut regarder sur un téléphone, c'est-à-dire effectivement, qu'est-ce que vous avez pour demain ? Oui, c'est sur l'appli de l'école. Enfin, on gère quand même beaucoup de choses là-dessus. Donc oui, on a essayé
de dire que pendant des moments clés, comme tu évoquais tout à l'heure, effectivement, entre le moment où on dîne, le moment où on est en famille, où on échange, parce que c'est hyper important de montrer l'exemple et puis juste de profiter aussi, parce que finalement, c'est des super moments qu'on passe ensemble et qu'on a tendance on passe parfois à côté juste parce que on est concentré sur autre chose. Après, moi, j'avoue que j'avais ce défaut jusqu'à présent, comme mes enfants n'étaient pas forcément addicts aux écrans, mon fils de 12 ans pas forcément accro au téléphone, j'avais pas mis de contrôle parental. Je parlais de la confiance tout à l'heure. Pour moi, j'ai entièrement confiance et je vois bien que franchement, il n'a pas forcément envie d'aller chercher plus et que c'était plutôt des recherches, soit sur les devoirs, soit des trucs très... Mais en fait, ce qui est hyper important, et je m'en rends compte, c'est que c'est pas forcément sa recherche du moment, c'est où va l'amener sa recherche du moment. Et peut-être, à un moment donné, étant avec des copains, et je me rends compte dans les discussions, comme lui, il va avoir accès à quelque chose où l'autre n'aura pas accès, il va prendre son téléphone et puis regarder. Donc, c'est pas une histoire de confiance, parce que je pense que finalement, les enfants sont pas tordus et ça part pas d'une mauvaise intention, finalement. Mais ils peuvent rapidement, parce qu'effectivement, les contenus sont bien faits, les sites sont bien faits pour ça, pour emmener les enfants plus loin que là où ils voudraient forcément aller. Et c'est ce risque, j'ai pas envie de l'encourir. Donc c'est pour ça que maintenant on a effectivement développé des règles plus strong là-dessus. Mais je pense que c'est comme on disait au début, c'est le besoin est créé. L'enfant n'a pas forcément une mauvaise intention, mais on l'amène là. Et du coup, nous, comment on l'en préserve en fait ? Et après, je tire mon chapeau aux parents qui arriveront à respecter ces règles totalement. On parlait du restaurant, on parlait de... Alors, c'est parfois compliqué de tenir un enfant pendant 2 heures au resto. Donc oui, c'est plus simple. Aucun jugement sur cette émission. Non, mais et on l'a tous vécu. Et je pense qu'avant d'avoir des enfants, on avait une idée. Une fois qu'on les a, on en a une autre. Et la réalité qui nous rattrape. Après, il y a toujours beaucoup de monde pour donner des conseils. C'est ça. Et nous-mêmes, on a plein de bonnes intentions. Et dans l'application, c'est pas forcément ça. Ouais. Après, ce qui est important, je pense, c'est de les préserver. Et c'est ça le plus important. Et après, on peut garder les choses de manière mesurée. Comme on avait nos petits dessins animés à l'époque ou nos cassettes, ils ont le droit aussi à leur temps de détente. Mais il faut que ce soit maîtrisé et qu'il y ait un accord. Et garder le dialogue surtout. Je crois que c'est vraiment ça qui est important, c'est garder le dialogue avec eux. Parce que quand une chose tourne mal, la pire des situations, c'est que l'enfant ou l'ado ne dise rien, par peur de. Donc, essayez de... C'est vrai que pendant la session, vous avez beaucoup incité les enfants à surtout dites-le à vos parents. Quand il y a un problème, il y a quelque chose, il faut le dire aux parents. Oui, parce qu'il est là le problème. Et quand je parlais d'autorité parentale tout à l'heure, c'est ça qui s'acquiert aussi c'est-à-dire rassurer l'enfant, dire je serai toujours là. S'il se passe quelque chose qui tourne mal, une grosse mésaventure, peut-être que déjà tu y es pour rien. N'aie pas honte aussi d'en parler, de le dire. Et voilà, et tu dois me le dire, parce que ne pas me le dire, ça peut aller vers une situation encore pire. Et je crois que vraiment l'important, c'est de s'intéresser à la vie numérique de ses enfants, ne pas interdire. Alors ça, on pourra en parler, mais vraiment ça, c'est la pire des choses. Avoir ces interdictions vraiment très violentes, c'est encore pire. Et vraiment, c'est important de garder ce dialogue, parce que voilà, quand ça tourne mal, c'est là qu'on intervient et c'est là qu'il faut être présent. Et je pense que les enfants sont rassurés par le fait d'avoir un cadre. C'est-à-dire que quand on en a parlé là dans la classe, on sentait que ils étaient preneurs en fait de nos conseils, de nos idées. Et je pense que dès lors qu'il y a un cadre clair et que ça va pas être du chantage, alors ça, j'ai du mal. Si tu fais pas ça, t'auras pas ton temps d'écran. Alors moi, je me suis refusée à faire ça parce que je veux pas rentrer dans une négo. Pour moi, c'est juste en bonne intelligence en fait. T'as quelque chose à faire d'intéressant où tu me demandes parce que là, t'as envie de passer un petit moment sur la tablette, sur le téléphone. Oui, mais c'est pas un dû en fait. Je te le dois pas. Et il faut que ce soit dans les deux sens. Et donc, je pense que les enfants, naturellement, ils le ressentent comme ça, et le fait de savoir que les parents contrôlent, peut-être que ça les rassure aussi, qu'ils se disent finalement, je sais qu'on me surveille quelque part et que je vais pas
aller trop loin et je vais pas risquer de me faire peur. Parce que cette notion de se faire peur, ils l'ont quand même dit à plusieurs reprises. Oui, comme le petit garçon qui a eu peur en regardant la vidéo et qui a mis le contrôle parental. Mais ils ont cette conscience hein, il y a un danger, mais c'est bien d'avoir accès quand même à ce nouvel espace virtuel qui est encore en train d'évoluer et qui va complètement nous dépasser encore dans quelques années. Et d'ailleurs, pour clôturer cette émission qui touche à sa fin, on leur a aussi parlé des métiers de la cybersécurité pendant cette session, pour leur rappeler aussi que ce sont des métiers qui sont accessibles à tous, mais qui sont aussi des métiers d'avenir. Après tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, il est clair que la cybersécurité va continuer de prendre toujours de plus en plus de place. Je vois même plus tard peut-être des jeunes décider de devenir policier pour le web ou policier pour la vie virtuelle, par exemple. Il va y avoir peut-être de plus en plus de législation autour du sujet de la criminalité en ligne. Et qui va prendre de plus en plus de place. Donc peut-être qu'un jour, on aura même plus de police du web que de police physique. Les choses peuvent très rapidement changer. Ça fait même peut-être un petit peu froid dans le dos quand on y pense. En tout cas, la vie a bien changé depuis nos enfances. Je trouve que nos discussions sont très vertigineuses aujourd'hui, mais aussi pleines d'espoir et de perspectives, donc avec leur lot de nouvelles craintes pour les futures générations et pour nous-mêmes aussi. Merci en tout cas, Diane et Barbara, de m'avoir amenée dans cette aventure. J'ai appris plein de choses. J'espère que les parents qui auront écouté cet épisode repartiront avec de nouvelles idées, de nouvelles clés pour gérer ce sujet qui n'est pas facile pour tout le monde. En tout cas, bon courage à eux et bonne continuation à vous. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Merci. Merci beaucoup et à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.